À 32 ans, Laura Bennett ouvrit les yeux dans la lumière crue d'une chambre d'hôpital. 9 heures de chirurgie sur la colonne vertébrale venaient de s'achever. Les moniteurs bipaient doucement, comme un cœur mécanique qui veillait sur elle. Son corps pesait des tonnes, ses jambes semblaient appartenir à une autre. Quand l'infirmière lui glissa son téléphone dans la main, Laura cligna plusieurs fois des paupières. L'écran affichait 73 appels manqués. Son cœur s'emballa. Quelqu'un était mort. Quelqu'un avait eu un accident. Quelque chose d'irrémédiable venait d'arriver. Les doigts encore engourdis, elle ouvrit le premier message vocal. La voix de son père, étrangement calme, presque joyeuse. « Salut ma grande. Pendant que tu étais au bloc, on s'est occupé d'une petite affaire importante. Rappelle-moi dès que tu émerges, d'accord ?» Elle relança. « On a vendu ton appartement. C'était vraiment la meilleure décision pour la famille. Le mariage d'Émilie coûtait cher, tu n'étais pas disponible, alors on a signé pour toi. Tout est réglé, ne t'inquiète pas. » Un petit rire léger conclut le message, comme s'il venait de raconter une anecdote amusante autour d'un café. Laura fixa le plafond blanc. Les mots tournaient, refusaient de se poser. Son appartement. Son sanctuaire. 8 années de sacrifice, de renoncement, de fierté silencieuse. Disparu. Elle tenta de se redresser, une lame de feu lui traversa le dos et la cloua contre le matelas. Des larmes montèrent, brûlantes, non pas de douleur physique, mais d'une trahison si absolue qu'elle en coupait le souffle. « Ils n'ont pas pu » murmura-t-elle dans le vide. Pourtant si. Ils l'avaient fait. Le mariage d'Émilie aurait lieu dans 3 semaines. Laura arrivait à peine à bouger les orteils. L'infirmière s'approcha, inquiète de sa pâleur. « Tout va bien, ma belle ?» Laura hocha la tête, mais rien n'allait. À l'intérieur, pourtant, quelque chose se déplaça. Pas de hurlements. Pas de crise de larmes incontrôlables. Une sérénité froide, presque effrayante, s'installa. Allongée là, immobile, elle comprit avec une clarté cristalline, ce n'était ni un accident ni une erreur. C'était un choix. Un choix conscient. Et ce choix venait de briser la dernière chaîne invisible qui la retenait encore à eux. Elle attrapa son téléphone et composa un seul numéro. Pas celui de ses parents. 7 semaines plus tôt, dans le cabinet du neurochirurgien, Laura serrait si fort les accoudoirs que ses jointures étaient blanches. « On a une date », lui avait dit le médecin avec un sourire encourageant. 15 mars. Hernie L4 L5. Un soulagement immense l'avait envahi, comme si on venait enfin de lui retirer un poids qu'elle portait depuis 3 longues années. Ce soir-là, elle avait appelé ses parents, la voix prudente. « Je vais me faire opérer. » Au bout du fil, sa mère semblait distraite. On entendait Émilie rire bruyamment en arrière-plan. « En mars ?» avait répété son père. Pile pendant les préparatifs du mariage. Laura avait insisté doucement. « J'aurai besoin d'aide après. » Un silence glacial. Puis, « Tu te débrouilleras bien, comme toujours. » Elle avait raccroché, le cœur lourd d'une déception qui lui était devenue familière. Pas étonnée. Juste épuisée jusqu'à l'âme. Dès l'enfance, Laura avait appris à quelle place elle occupait dans cette famille. À 12 ans, son père lui avait posé la main sur l'épaule et déclaré, comme une évidence. « Toi, tu n'es pas la jolie. Tu es la intelligente. Il faudra que tu travailles 2 fois plus dur. » Elle avait hoché la tête, grave, et l'avait cru. Émilie, elle, était la sensible, la créative. Quand Émilie pleurait, on la consolait. Quand Laura pleurait, on lui disait « Arrête de faire ta drama queen ». À la remise des diplômes universitaires de Laura, les sièges de ses parents étaient vides. Émilie passait une audition importante ce jour-là. Quand Laura avait signé pour son premier appartement à 27 ans, son père avait froncé les sourcils. « Tu aurais pu aider ta sœur avec cet argent au lieu de penser qu'à toi. » Pourtant elle avait continué. Double service, petit boulot le week-end, bourse d'études arrachée une par une. Pas un mot de fierté. Pas un geste de soutien. Cet appartement n'était pas un luxe. C'était sa preuve d'existence. La preuve qu'elle valait quelque chose même quand personne ne la regardait. Émilie, à 28 ans, n'avait jamais appris à tenir debout seule. Elle passait d'un rêve à l'autre, influenceuse, marque de vêtements, blog lifestyle, rien ne durait. Mais l'argent des parents coulait toujours. À 21 ans, voiture neuve. À 21 ans pour Laura, elle travaillait jusqu'à minuit dans un café pour payer ses frais de scolarité. Laura sait se débrouiller, disait sa mère en souriant. Émilie a besoin qu'on la soutienne. Soutenir. Un mot si doux pour cacher une injustice si cruelle. La semaine avant l'opération, Laura avait tout préparé seule. Aide à domicile réservée, repas congelés pour 15 jours, lit médical installé dans le salon pour éviter les escaliers. Ses parents n'avaient rien proposé. En revanche, les appels sur les dépenses du mariage pleuvaient. Le lieu à lui seul coûte 80 000 €, s'extasiait sa mère. Et la robe d'Émilie, tu verrais comme elle est sublime.
Laura avait rappelé qu'elle avait déjà donné 20 000 € pour les fiançailles. C'était il y a longtemps, avait répondu sa mère d'un ton froid. Là, c'est différent. Je ne peux pas. Je me fais opérer dans 5 jours. La ligne avait été coupée sans un au revoir. Après cet appel, Laura était restée longtemps debout au milieu de son salon, à caresser du regard chaque détail. La petite cuisine où elle avait appris à cuisiner pour une personne, le couloir étroit où elle avait accroché ses premières photos de voyage solitaire, le balcon juste assez grand pour une chaise et une plante. 8 années de sa vie respiraient ici. Elle avait repensé à cette phrase de son père quand elle avait 12 ans, et à toutes celles qui avaient suivi. Elle avait travaillé comme on prie. Et elle avait fini par obtenir les clés de sa liberté. Ce que ses parents ignoraient, c'est qu'elle les avait déjà sauvés une fois, 5 ans plus tôt. Une amie banquière l'avait appelée en chuchotant. Il risque la saisie. 180 000 € de dette. Laura avait vidé son compte d'épargne et leur avait donné 30 000 €. On te remboursera, avait promis son père, les larmes aux yeux. Il n'en avait jamais reparlé. Allongée dans son lit d'hôpital, ce souvenir lui brûlait la poitrine. Quand elle rappela enfin son père, sa voix était calme, presque douce. Vous avez vendu mon appartement. On a fait ce qu'il fallait pour la famille. Vous avez imité ma signature. C'est un crime. Il ricana. Tu dramatises. Laura inspira lentement. Vous allez le regretter. Il raccrocha. 20 minutes plus tard, sa mère hurlait dans le combiné, l'accusant d'égoïsme, de jalousie, de vouloir détruire sa sœur. Laura écouta sans broncher, puis posa une seule question. Maman, sais-tu vraiment qui est propriétaire de votre maison? Silence stupéfait. Quelle question idiote. Bien sûr que c'est nous. Laura ne répondit pas à la colère. On se voit au mariage, dit-elle simplement avant de couper la communication. Ses mains ne tremblaient pas. Cette absence de tremblement l'effraya plus que n'importe quelle rage. Elle contacta alors la seule personne en qui elle avait encore confiance, tante Ruth, la sœur aînée de son père. Ruth décrocha à la première sonnerie. J'ai su, murmura-t-elle d'une voix douce. Ton père a essayé de retourner l'histoire. Je lui ai dit qu'il avait tort. Laura ferma les yeux. J'ai besoin de toi. Elle raconta tout, d'une traite. Ruth écouta sans l'interrompre. Quand Laura eut terminé, Ruth soupira. Si tu vas jusqu'au bout, ils ne te pardonneront jamais. Laura eut un rire sans joie. Ils ont vendu mon chez-moi pendant que j'étais inconsciente. Le pardon n'est plus une option. Après un long silence, Ruth demanda. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te confier une enveloppe scellée. Garde-la. Apporte-la au mariage si jamais quelque chose tourne mal pour moi. Ruth accepta sans hésiter. Tu as toujours été bien plus forte qu'il ne le méritait, ma chérie. 3 jours plus tard, son avocat, Mark Ellis, se présenta à son chevet avec un dossier épais. C'est pire que ce que l'on imaginait. Faux pouvoir, signature mal imitée, tampon de notaire lié à d'anciennes fraudes. C'est un crime grave, Laura. Puis-je récupérer l'appartement? Mark secoua la tête. L'acheteur est de bonne foi. L'argent est perdu. Puis il ajouta, presque tendrement. Mais toi, tu es toujours propriétaire de la maison de tes parents. Laura tourna vivement la tête. Pardon? Mark expliqua, 4 ans plus tôt, lors de leur quasi-saisie, elle avait racheté la maison via une SCI. Il vivait dedans comme locataire, sans le savoir. Le bail expirait exactement une semaine après le mariage d'Emily. Laura fit le calcul. Le timing était presque trop parfait. Préparez l'avis de congé, dit-elle. Je vous dirai quand le signifier. Pour la première fois depuis son réveil, un sourire calme, lucide, presque apaisé éclaira son visage. Une semaine avant le mariage, Emily appela. Sa voix était sucrée et tranchante à la fois. Tu stresses tout le monde, Laura. Pourquoi tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi? Laura répondit d'une voix égale. Sais-tu d'où vient l'argent du mariage? Emily hésita une seconde de trop. Ce n'est pas mon problème. Tu savais que j'étais sur la table d'opération. Tu savais pour l'appartement. Tu es jalouse. Tu es seule. Et maintenant tu veux gâcher ma journée. Laura laissa les mots glisser sur elle comme de l'eau. Je te verrai au mariage, dit-elle avant de raccrocher. Le lendemain soir, Emily publia une photo sur les réseaux, joues striées de mascara, sourire tremblant. Légende, quand la jalousie vient de ta propre famille. Elle ne nommait pas Laura, mais tout le monde comprit. Les commentaires affluèrent, coupe les ponts, la famille doit soutenir, elle est ta mère. Laura regarda tout cela en silence. Son téléphone sonna sans arrêt, cousin, tante, ami d'enfance. Personne ne lui demanda sa version. Tous lui ordonnèrent de s'excuser. Elle ne répondit à aucun. Elle prit simplement des captures d'écran, les rangea dans un dossier nommé « Vérité » et continua à respirer. 2 jours avant le mariage, au dîner de répétition dans un restaurant italien chic,
Laura arriva en s'appuyant sur sa canne. Son dos la lançait encore, mais elle avait besoin de les voir une dernière fois avant le grand jour. Quand elle entra, le silence tomba comme une pierre. Sa mère força un sourire. « On ne pensait pas que tu viendrais. » Laura répondit doucement. « Moi non plus. » Son père leva son verre un peu plus tard. « La famille, c'est le sacrifice. Tout le monde a contribué à cette belle journée. » Ses yeux glissèrent vers Laura. Elle leva son verre mais ne dit rien. « Pas encore. » Au moment où les invités récupéraient leurs manteaux, Émilie s'approcha, sourire crispé. « Je suis surprise que tu sois venue. » Laura planta son regard dans le sien. « J'ai un cadeau de mariage pour toi. » Émilie haussa un sourcil. « Quel genre de cadeau ?» Laura se pencha légèrement. « Quelque chose que tu n'oublieras jamais. » Elle tourna les talons et sortit avant qu'Émilie puisse répondre. Le jour du mariage arriva, lumineux, parfait. Fleurs blanches, lustre en cristal, 200 invités en tenue élégante. Laura arriva avec tante Ruth, toutes deux en bleu marine discret, et s'installa au fond. Émilie remonta l'allée, radieuse, triomphante. Quand l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, Laura resta assise. Émilie sourit plus largement, persuadée d'avoir gagné. La cérémonie passa. Les applaudissements crépitèrent. Laura ne tapa pas dans ses mains. Elle attendait. La réception serait le moment. Public. Inévitable. À la réception, on l'avait placée loin de la table d'honneur. Steak saignant, champagne, rire forcé. Son père se leva pour prendre la parole. Ce mariage représente tout ce en quoi nous croyons, l'amour, le sacrifice, la famille. Il leva son verre. Et je pense que Laura devrait dire quelques mots. Toutes les têtes se tournèrent. Le regard de sa mère était un avertissement. Celui d'Émilie vacilla. Laura se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Chaque pas vers l'estrade était douloureux, mais délibéré. Elle prit le micro. Sa voix ne trembla pas. « Merci, papa. J'aimerais expliquer exactement comment j'ai contribué à cette belle journée. » La salle devint silencieuse. Il y a 6 semaines, j'étais sur une table d'opération pendant 9 heures. Pendant que les chirurgiens opéraient ma colonne vertébrale, mes parents vendaient mon appartement. Un murmure parcourut la foule. Ils ont imité ma signature et pris 425 000 € pour financer ce mariage. Son père fit un pas en avant. « Laura, arrête ça tout de suite. » Elle se tourna vers lui avec calme. « Tu m'as invité à parler. Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle sortit de son sac une première feuille. « Voici le faux pouvoir que vous avez utilisé. » Des hoquets de stupeur retentirent. Elle regarda Émilie droit dans les yeux. « Mais je ne suis pas venue pour gâcher ton mariage, Émilie. Je suis venue t'offrir un cadeau. » Elle sortit une seconde feuille. « Ceci est l'acte de propriété de la maison où vivent maman et papa. » Sa mère se leva brusquement. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Laura prit une longue inspiration. « Il y a 4 ans, quand vous étiez sur le point de tout perdre, j'ai racheté cette maison anonymement. Vous y vivez comme locataire depuis tout ce temps. Le bail expire dans 30 jours. » Le silence tomba, lourd, assourdissant. Son père recula et se laissa tomber sur sa chaise. Marc Ellis, l'avocat, s'avança. « Je suis maître Ellis, l'avocat de Laura. Tout ce qu'elle vient de dire est vérifiable. La vente de l'appartement était frauduleuse. » Les chaises raclèrent le sol. Les murmures devinrent cris étouffés. Émilie agrippa le bras de son mari. « Ce n'est pas ce que tu crois. » murmura-t-elle. Il se dégagea lentement. « Tu savais. » Elle ne trouva rien à répondre. Ses beaux-parents se levèrent, visage fermé. « Nous devons parler, » dit la mère du marié. Ils s'éloignèrent, laissant Émilie seule à la table d'honneur. Laura posa doucement le micro et descendit de l'estrade. Dehors, l'air du soir était frais. Elle s'assit sur un banc de pierre, épuisée. Tante Ruth la rejoignit. « C'est fini, » murmura-t-elle. Laura secoua la tête. « Presque. » À l'intérieur, les voix montaient et descendaient. Des invités partirent plus tôt que prévu. Les téléphones sortaient. Le mariage parfait se désagrégeait en direct. 1 heure plus tard, le marié d'Émilie trouva Laura dans le jardin. Sa cravate était défaite. « Je dépose une demande d'annulation demain matin. Mes avocats de famille sont déjà dessus. » Laura hocha la tête. « Je suis désolé. » Il secoua la tête. « Tu m'as sauvé. » Il disparut dans l'obscurité. La suite arriva vite. La vidéo de la réception circula. Les parents perdirent leur réputation. Émilie perdit son mariage avant même qu'il commence. 30 jours plus tard, Laura fit exécuter l'expulsion. Quand son père la supplia au téléphone, elle répondit simplement. « Tu as fait ton choix. » Des mois plus tard, Laura marcha une dernière fois dans la maison désormais vide. Elle caressa le mur du salon où elle avait signé les papiers 4 ans plus tôt, ferma la porte à clé, puis la loua à un jeune couple.
Les loyers furent intégralement reversés à une association aidant les femmes victimes de violences financières familiales. Elle n'en parla à personne. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice rendue à elle-même. 2 mois après le mariage, son père appela tard le soir. Sa voix était usée, petite. Il faut qu'on parle de la maison. Laura s'adossa à son canapé. Il n'y a plus rien à dire. On n'a nulle part où aller. Pour la première fois, elle entendit de la peur et non de la colère. Tu as vécu 4 ans dans cette maison parce que je vous ai sauvé. Vous avez utilisé ce temps pour me voler. Et tu oses me demander de continuer? Il répondit, amer. Tu vas vraiment nous jeter dehors comme des étrangers? Laura ferma les yeux. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous avez vendu mon appartement pendant que j'étais inconsciente. Silence. Puis, très bas. Si tu fais ça, tu ne fais plus partie de cette famille. Laura sentit une paix étrange l'envahir. Je n'en ai jamais fait partie, répondit-elle doucement. Elle raccrocha. Ses mains étaient parfaitement stables. Quelques semaines plus tard, elle croisa sa mère dans un petit parc près de son nouvel appartement. Sa mère paraissait plus vieille, plus petite, dans un simple cardigan gris. Elles s'assirent sur un banc sans rien dire pendant de longues minutes. Enfin, sa mère murmura. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Laura attendit. Une excuse. Un regret sincère. Rien ne va. Elle se leva. Prends soin de toi, dit-elle avec une douceur inattendue. Sa mère hocha la tête, les yeux brillants, et s'éloigna. Laura la regarda partir, ressentant un chagrin doux, pas pour ce qui avait été perdu, mais pour ce qui n'avait jamais vraiment existé. Le corps de Laura guérit plus vite que son cœur. Elle reprit le travail à plein temps, marcha sans canne, trouva un petit appartement qu'elle aimait. Il n'était pas luxueux, mais il était à elle. Elle reçut un court email de l'ex-mari d'Emily. Merci d'avoir dit la vérité. Tu as changé ma vie. Elle le conserva, sans répondre. Certaines choses n'avaient pas besoin de réponse. À 34 ans, Laura acheta une nouvelle maison, plus petite que l'ancien appartement, mais gagnée à la sueur de son front. Un matin, debout sur le balcon, une tasse de café chaud entre les mains, le soleil sur le visage, elle repensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné. Les limites n'étaient pas de la cruauté. C'était de la survie. Elle avait compris que l'amour sans respect n'était pas de l'amour. Et que partir ne faisait pas d'elle une sans cœur. Cela faisait d'elle une femme entière. Elle n'entendit plus beaucoup parler de ses parents après leur déménagement. Tante Ruth lui donnait parfois des nouvelles. Petit appartement, vie discrète, peu de visites. Laura ne posait plus de questions. Ce n'était pas de la colère qui la tenait à distance. C'était la paix. Pour la première fois, ses journées n'étaient plus sculptées par la culpabilité ou l'obligation. Elle ne guettait plus les appels qui ne venaient jamais, ni les excuses qui n'arriveraient jamais. Le silence lui avait d'abord paru étrange, puis doux, puis salvateur. Émilie lui envoya un seul message, des mois plus tard. « J'espère que tu es contente. Tu as tout détruit. » Laura le lut une fois, ne répondit pas. Elle comprenait désormais que certaines personnes avaient besoin d'un coupable pour ne pas se regarder en face. Émilie avait toujours vécu ainsi, protégée, excusée, sauvée. Laura lui souhaitait de grandir, mais de loin. L'amour n'exigeait pas l'accès. Le pardon n'exigeait pas le retour. Laisser partir n'était pas de la haine. C'était de l'acceptation. Elle supprima le message et continua sa journée, étonnée de voir à quel point cela l'affectait peu. À l'anniversaire de sa chirurgie, Laura versa la première année complète de loyer de l'ancienne maison de ses parents à une fondation qui aidait les femmes confrontées à l'abus financier familial. Elle ne l'annonça pas. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Cela lui semblait simplement juste, transformer une douleur en protection. Tante Ruth la serra fort dans ses bras quand elle l'apprit. « Tu as brisé le cycle », murmura-t-elle. Laura sourit. « Je n'ai pas voulu être courageuse. J'ai juste arrêté de me taire. Et ça a tout changé. » Parfois, tard le soir, Laura pensait à la petite fille qu'elle avait été. Celle qui travaillait 2 fois plus pour être vue. Celle qui confondait endurance et amour. Elle aurait voulu s'asseoir à côté de cet enfant et lui dire. Tu n'étais pas difficile. Tu étais simplement entouré de gens qui ne savaient pas t'aimer. Cette pensée ne la faisait plus pleurer. Elle la rendait plus douce envers elle-même. La force, elle l'avait appris, ce n'était pas survivre au mauvais traitement. C'était savoir s'en éloigner. Elle gardait encore sa canne au fond du placard. Pas comme souvenir de souffrance, mais comme preuve de progrès. Le symbole du jour où sa vie s'était coupée en deux, avant et après. Elle avait perdu une maison, une famille, une illusion. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. La liberté, le respect d'elle-même, et une paix profonde, silencieuse, enfin à elle. Certaines histoires ne se terminent pas par des réconciliations. Certaines se terminent par de la distance, des limites claires, et des matins tranquilles qui vous appartiennent enfin. Et pour Laura, cela suffisait.
C'était même tout.